Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce premier webinaire consacré à la thématique transition énergétique et écologique pour la journée. Donc celui-ci, ce matin, à peu près 1 heure, est consacré à tous les projets d'efficacité énergétique, donc aux thématiques qui peuvent être soutenues par le FEDER, avec 2 entrées, une entrée ouverte pour les bailleurs sociaux pour la réhabilitation des logements sociaux et une autre pour les bâtiments démonstrateurs en appel à projet. Pour permettre à tous les participants inscrits d'être présents, je vois que ça arrive encore, on va vous présenter une petite vidéo récapitulative de la mobilisation du FEDER sur la période 21-27. Donc c'est plus général, ça dure 2 minutes à peu près et puis ensuite on pourra commencer par la présentation des documents de mise en œuvre. Tous les 7 ans, l'Union européenne adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1 000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiante et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.europe-bfc.eu. Bien, à nouveau, bienvenue à tous, à ceux qui viennent de se connecter. Donc, dans l'heure qui Tous les suit, on 7 va ans, avoir... l'Union européenne... Pendant l'heure qui suit, on aura l'occasion de vous présenter donc la mobilisation du FEDER à travers les projets liés à l'efficacité énergétique. Donc une fiche action dédiée au logement, à la réhabilitation des logements sociaux et un appel à projet pour les bâtiments démonstrateurs. J'espère que vous avez pu aller sur le site Europe en BFC pour peut-être télécharger les documents qui ont été mis en ligne. Alors je crois que c'était le 12 pour la fiche action logement social et dans l'après-midi de vendredi pour l'appel à projet bâtiment démonstrateur. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé également, à vous inscrire pour les webinaires de cet après-midi pour les énergies renouvelables et biodiversité si ce n'est fait. Et je vais donc laisser la parole à mes collègues. Si très important, sachez que ce webinaire est enregistré et que la vidéo sera en ligne dans les prochains jours sur le site Europe en BFC.
Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues Jérôme Zappella et Annabelle Dutu qui vous présenteront donc les dispositifs. Il y aura peut-être des redites pour ceux d'entre vous qui étiez présents au webinaire du 5 octobre. Et puis après, il y aura une partie questions-réponses. Et vous pourrez même poser, plutôt que dans le chat, vous pourrez poser vos questions à l'oral. Il suffira de lever la main et on vous donnera la parole. Sachez également qu'on est accompagné de nos collègues de la direction de la transition énergétique. Alors, j'en cite qu'un, Alexandre Perrault, qui est le référent FEDER. Si vous avez des questions voilà, techniques, ça sera, enfin, on verra, on essaiera de gérer ça ensemble. Voilà, bah, écoutez, profitez bien de cette présentation et puis à tout de suite pour les questions. Et je laisse la parole à Jérôme. Voilà, et ben donc du coup, bonjour, moi je suis Jérôme Zappella, donc je suis chargé de gestion efficacité énergétique au Conseil régional. On va vous présenter donc les deux thématiques qui concernent l'objectif spécifique 2.1, qui concerne donc la rénovation des logements sociaux et les bâtiments démonstrateurs. Et moi, je vais vous présenter les mesures en faveur de la rénovation du parc de logements sociaux. Donc la mesure, elle concerne donc la réhabilitation des logements sociaux. Donc il s'agit bien de rénovation, hein. Il faut que les projets soient déjà existants, donc ça intervient sur le bâti qui est déjà existant. Le but étant de réduire la précarité énergétique et la consommation d'énergie pour les locataires. Les modalités de sélection, elles sont détaillées dans la fiche action donc, du logement social qui est donc disponible sur notre site, comme vous l'a dit Franck, depuis la semaine dernière. Et c'est ce qu'on va détailler ici. Tout d'abord, les critères, ce sont donc l'atteinte du BBC rénovation, c'est-à-dire le niveau 80 kWh équivalent pétrole par mètre carré et par an avant modulation. Donc, je vous rappelle que la modulation, elle dépend de votre département et de l'altitude de votre projet. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de changement avec les programmes précédents, tant en Bourgogne qu'en Franche-Comté, hein. Ce niveau BBC rénovation, il est toujours le même. Ce niveau, sera détaillé donc dans l'étude thermique prévisionnelle que vous allez fournir au moment du dépôt du dossier. Et il sera à nouveau confirmé par l'étude thermique finale que vous allez fournir au moment du solde avec le test d'étanchéité à l'air. Concernant les bénéficiaires, donc il s'agit des bailleurs sociaux publics et des organismes HLM. Je vous rappelle que les logements, ils doivent être rénovés, donc ils doivent pour ça avoir une convention APL. Donc avant les travaux, hein. C'est bien sur cette convention APL qui prouve que c'est un logement social. Donc avant les travaux et après, évidemment, donc on a toujours la convention APL qui est en vigueur. En ce qui concerne les dépenses éligibles, là encore, pas de changement avec la programmation précédente. Les dépenses, ce sont celles de la circulaire MEDAT. Concrètement, bon, il s'agit toujours des dépenses liées à l'amélioration thermique du bâtiment. Donc ça va être typiquement les menuiseries extérieures, l'isolation des murs, du toit, du sous-sol, le changement du mode de chauffage et par exemple la mise en place d'une VMC. On peut aussi intégrer dans les dépenses éligibles les outils de communication et de comptage, mais aussi les dépenses liées à la publicité au FEDER. Et donc là, c'est une nouveauté de la programmation 21-27, c'est l'utilisation de matériaux biosourcés. Je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste. Le taux d'intervention, il est de 40% maximum des dépenses éligibles. Là, c'est valable pour tout l'OS logement social, hein. C'est à chaque fois, que ce soit biosourcé ou le FEDER plus classique, on est toujours limité à 40% des dépenses éligibles. Le plancher, il a été relevé sur cette programmation, donc on est passé maintenant à 50 000 € par opération. Ensuite, en ce qui concerne le montant d'aide FEDER, donc on peut aller à partir de 4 000 € par logement. Ça, c'est pour les projets qui vont jusqu'à 200 kWh. Au-delà de 200, on peut vous financer à 5 000 € par logement, donc toujours dans la limite des 40% de dépenses éligibles, comme je vous disais. Et pour les projets qui atteignent le niveau performance, on peut aller jusqu'à 6 000 € par logement. Alors, c'est quoi le niveau performance? C'est un niveau de consommation inférieur à 50 kWh, toujours avant modulation. Donc, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, dans la limite de 40% des dépenses éligibles.
La bonification du biosourcé. Donc là, je vous disais, c'est une nouveauté sur le programme 21-27. On vous offre la possibilité de financer l'utilisation de matériaux biosourcés dans votre rénovation. Pour ça, on a deux postes de dépenses possibles qui sont les menuiseries extérieures en bois ou celles qui combinent le bois et l'aluminium. Et pour l'isolation extérieure ou intérieure du plancher haut et des murs, à chaque fois, donc on vous propose là aussi 2 000 € par logement dans la limite de 100 000 € par bâtiment. Voilà, et toujours dans la limite de 40% des dépenses éligibles. En termes de calendrier, alors le dépôt, il se fait toujours au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure. Ce n'est pas un appel à projet, là, donc la fiche action, elle est ouverte en permanence. Par contre, il faut toujours déposer votre dossier avant l'achèvement des travaux. Il n'y a pas d'incitativité pour le logement social. Il faut bien déposer votre dossier avant que vous ayez terminé. Les dépenses, elles doivent être engagées à compter du 1er janvier 2021, pas avant. On ne pourra pas intégrer des dépenses éligibles si elles ont été engagées avant. Et en ce qui concerne la fin de la programmation, bon là on anticipe un petit peu, mais sachez que ce sera donc la date du 31 décembre 2028 pour l'acquittement des dépenses, y compris les retenues de garantie. Voilà, il faut bien que les retenues de garantie soient levées à cette date. Ça, c'est valable pour tous les projets qu'on vous présente aujourd'hui. Point de vigilance, attention, les projets avec et ou menuiserie seule sont exclus. Hein, c'est-à-dire qu'on ne financera pas des projets où vous changez juste les menuiseries du bâtiment. Il faut absolument que votre projet il intervienne sur aussi au minimum l'isolation des parois opaques, c'est-à-dire les parois extérieures non vitrées. Comme les façades, voilà, ça peut être aussi les planchers hauts, les toitures, etc. Mais pas les menuiseries seules. Voilà, donc pour la partie présentation de la fiche d'action, maintenant on vous laisse la parole. On vous écoute si vous avez des questions, si vous avez des points particuliers qui ne sont pas clairs pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, soit en levant la main, soit en posant les questions sur le chat. On vous écoute. Voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des points qui sont... N'hésitez pas à lever la main, auquel cas on vous ouvrira au micro, parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Alors, le montant pour cet OS, si ma mémoire est bonne, il est d'un peu moins de 34 millions pour le logement social. Donc, c'est 34 millions pour les deux. Enfin, voilà, c'est maintenant, on est vraiment Bourgogne-Franche-Comté, hein, pour tout le territoire. Madame Péchon, je vous ai ouvert votre micro, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Bonjour, merci. Bon, j'ai posé la question sur le chat également. Voilà, compte tenu des montants de subventions FEDER par logement que vous allez octroyer et en même temps du plancher minimal d'aide FEDER à atteindre, voilà, je veux être sûre que du coup, vous excluez bien les bailleurs sociaux type les communes qui auraient une rénovation de 1 voire 2 logements sociaux sur le territoire. Voilà, je pose cette question puisque nous, sur les territoires ruraux, on est plus dans cette dimension-là, en fait. On a des communes qui vont avoir 1, 2, maxi 3 logements sociaux à rénover, mais pas plus. Voilà, et donc je me dis que même s'ils font 6 000 €, 6 fois 3, 18, on n'arrivera pas au plancher, quoi. Ouais, effectivement, ouais. C'était déjà une mesure qu'on a. Alors, là, sur la période précédente, je crois que c'était 10 000 €. Donc, ça excluait déjà quand on faisait une rénovation de un ou deux logements. Et là, en fait, vous vous rendrez compte que enfin, la gestion du dossier FEDER, elle est quand même assez importante. Et donc, même pour vous, c'est compliqué quand c'est des petites rénovations. Ça demande beaucoup de temps et c'est pas forcément très rentable. Donc, c'est pour ça qu'on a relevé le plancher. Donc, effectivement, un ou deux logements, ce sera pas éligible parce que vous atteindrez pas la barre des 50 000. Ouais. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'incitativité sur les logements sociaux, ça veut dire que ce n'est pas soumis au régime d'aide d'État? Et alors, le régime d'aide d'État qui s'applique, c'est le SIEG. Là, c'est une dérogation au régime d'aide d'État, donc service d'intérêt économique général. Donc là, on vous demande de remplir un tableau SIEG pour vérifier qu'il n'y a pas de surcompensation, par exemple. Mais du coup, effectivement, dans le cadre du SIEG, enfin en tout cas pour le logement social, il n'y a pas
d'incitativité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de nous envoyer un courrier qui détaille que vous allez engager les travaux, etc., quoi. Voilà, la seule règle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que le dossier il soit déposé avant la fin des travaux, avant que vous ayez vraiment réceptionné tous les travaux, etc., quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Parce que sachez que quand vous regarderez l'enregistrement, le chat n'apparaît pas. Donc, si vous avez des questions à poser. Une question, est-ce que c'est complémentaire à Ephilogie? Oui, il est fortement conseillé de déposer une demande au titre d'Ephilogie et le FEDER. En règle générale, de toute façon, la mobilisation du FEDER est adossée à la politique sectorielle régionale. Donc, si votre projet est éligible Ephilogie, il pourra émarger au FEDER. Je vois quelqu'un lever la main, il faut juste que j'aille vous chercher. Voilà, alors, je vois pas le nom par contre. Je viens de Monsieur Maxime C. Vous devriez pouvoir allumer votre micro. On avait une main aussi du PM Nord-Franche-Comté. Je vois, je vous ai ouvert le micro Oui, c'est ça. aussi. Ouais. On ne vous entend pas si vous parlez. Par contre, il faut que vous alliez cliquer pour ouvrir votre micro. Il est autorisé, mais... Quelqu'un d'autre? Bah, écoutez, peut-être que des questions naîtront dans votre esprit d'ici la fin du webinaire. Vu qu'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer à l'appel à projet bâtiment démonstrateur. Il y aura également voilà, une possibilité de poser des questions. Je vous encourage à le faire de vive voix plutôt que dans le chat. Et puis, si d'autres questions surgissent avant la fin du webinaire par rapport aux logements sociaux, n'hésitez pas à y revenir. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Annabelle Dutu qui va vous présenter l'appel à projet. Bonjour à tous. Donc Annabelle Dutu, je suis chargée de gestion efficacité énergétique. Et donc, on va continuer la présentation sur l'OS 2.1 avec la mesure consacrée au déploiement des bâtiments démonstrateurs, que ce soit donc en construction ou en rénovation, avec une enveloppe prévue pour s'étendre de près de 30 millions d'euros. Donc, 2 conditions à retenir sur cet appel à projet. La première est que tous les projets devront avoir recours à des matériaux biosourcés. Donc, c'est conformément au label bâtiment biosourcé de 2012. Et les projets pourront éventuellement avoir recours également à des matériaux de réemploi. Pour la deuxième disposition, les projets devront atteindre un niveau de performance énergétique minimum, à savoir pour la construction, le niveau BPOS, tout en étant conforme à la RT 2012 pour cet appel à projet et au référentiel E+C-. Et en plus de cette exigence, pour les projets de construction, ils devront comporter à minima une production d'énergie renouvelable, comme par exemple le bois énergie, PAC, RO, etc. Pour la rénovation, le niveau de performance énergétique minimum est le BBC Rénovation. Il y aura des bonus si les projets atteignent un niveau de performance énergétique de type performance ou labellisé Enerfit. Également des bonus si il y a recours à des ENR. Maintenant, on s'intéresse aux personnes éligibles à ce dispositif. Donc, ce sont toutes les personnes morales de droit public ou privé, comme les collectivités ou les entreprises. Les dépenses retenues dans l'assiette du FEDER sont les études de conception, les frais de maîtrise d'œuvre, les travaux et les outils de suivi et d'instrumentation. À retenir que le FEDER n'intervient que sur le surcoût, c'est-à-dire les travaux supplémentaires prévus pour que le bâtiment soit démonstrateur. Le taux d'intervention maximum pour le FEDER est de 60% sur ce surcoût. Les projets devront respecter un taux d'aide
public maximum, excusez-moi. Donc, c'est en fonction de la finalité du projet, qu'il soit économique ou non, on a des taux différents. Et enfin, le FEDER ne pourra pas être mobilisé en dessous de 50 000 € de subvention et ne pourra pas aller au-delà de 1 500 000 €. Pour ce premier appel à projet, le dépôt des dossiers est possible depuis vendredi 15 octobre et jusqu'au 31 mai 2023. On a 3 phases de sélection afin que les premiers dossiers déposés soient examinés sans attendre les derniers. Et pour terminer sur cette action, 2 points d'attention. Pour le dépôt d'une demande de subvention au titre de ce dispositif, l'opération ne doit pas être achevée physiquement, donc bien avant le PV de réception des travaux. Et surtout, pour les projets économiques, donc qui génèrent des recettes, là, on est soumis à un régime d'aide d'État et il faut absolument que la demande de subvention soit déposée avant tout engagement. Donc, comme la signature des devis, des actes d'engagement ou le début des travaux, il nous faut absolument une demande avant tout commencement. Voilà pour cette présentation un petit peu rapide, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci. Je vais vous ouvrir vos micros. Donc, Monsieur Flao, je vous ouvre votre micro. Enfin, je vous autorise à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Quand on dit ça ne couvre que la partie démonstrateur, qu'est-ce qu'on entend exactement par ça? Alors, on est. Vas-y, Franck, je te laisse Non, répondre. vas-y, Annabelle, vas-y. Non, vas-y, Franck, je te laisse la parole. On est bien sur du surcoût. On instruit au regard du régime environnement qui fait que l'aide européenne ne vient que sur les coûts supplémentaires pour être plus ambitieux, plus sobre en carbone. Donc on déduit un coût standard, on appelle ça un scénario contrefactuel, ce que coûterait, selon la RT 2012, puisqu'on n'a pas encore les référentiels pour la RE 2020, ce que coûterait une construction ou une réhabilitation semblable aux standards thermiques actuels. Et le FEDER, l'assiette retenue pour le FEDER n'est que le surcoût, ce qui va au-delà du référentiel en vigueur. Qui établit le scénario contrefactuel? Eh bien, on va demander soit une note d'un cabinet d'architecte ou de l'architecte qui vous suit ou du maître d'œuvre. Alors évidemment, ça sera analysé lors de la sélection pour qu'on en termine la cohérence. Mais voilà, celui qui vous aura accompagné pour la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre ou le cabinet architecte est en mesure, enfin on va lui demander de nous faire un calcul de ce qu'aurait coûté le bâtiment selon le référentiel standard. Je vois qu'il y a une autre personne. Alors Sésame, je pense que c'est plutôt une structure. Je vous autorise à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Pour la production d'énergie, est-ce que la géothermie cumulée avec des panneaux photovoltaïques, c'est bon aussi? Annabelle, si tu veux. Non, excusez-moi. Pour le photovoltaïque, on va prendre en compte l'énergie renouvelable dans la sélection. Par contre, le photovoltaïque n'est pas retenu dans l'assiette éligible. Ça, c'est une volonté politique. On ne retient pas le photovoltaïque dans la dépense éligible au FEDER. Par contre, ça remplit bien la condition de l'ENR, mais ça ne rentre pas dans le calcul de la subvention. Même chose pour les packs RR. RO, ça peut rentrer dans l'assiette éligible, mais RR, non. D'accord, merci. Monsieur Chabot, Laurent, je vous autorise à ouvrir votre micro.
Oui, bonjour. J'ai deux questions. Alors, je rebondis là sur le point sur le photovoltaïque. Photovoltaïque avec revente. Donc, on considère que aucune incidence puisque ce n'est pas retenu dans l'assiette éligible sur un projet que porterait une collectivité. Donc là, c'est un projet au niveau du département. Et après, j'avais une deuxième question sur la lettre d'engagement. J'ai adressé un mail à l'adresse qui a été indiquée lors des webinaires, là, mon projet européen. Est-ce que ça fait foi ce mail ou il faut un autre document Alors, j'avoue que je n'ai pas pris encore connaissance des modalités de l'appel à projet là, sur le site. Mais est-ce qu'une sollicitation un peu sur l'éligibilité, donc via l'adresse générique, mon projet européen, vaut lettre d'engagement ou faut un autre document? Merci. Alors, excusez-moi, pour répondre pour la lettre d'engagement, il faut absolument qu'on ait une lettre d'intention signée. Donc après la transmission par mail ou sur l'adresse générique, peu importe, mais il faut absolument qu'on ait une lettre d'engagement signée qui respecte à un formalisme. Ça, c'est pareil, on pourra vous la transmettre. J'ai pas retenu votre nom. Je ne sais pas si j'ai vu votre lettre passer, enfin en tout cas votre mail. Laurent Pour Chabot. Quelle structure, excusez-moi? Voilà. Laurent Chabot, au département du Jura, et c'est sur un projet d'un bâtiment routier départemental. J'ai rien vu passer. À ce moment-là, je vous recontacterai après. Je prends vos coordonnées et je vous recontacte après pour faire le point. D'accord, merci. Après, sachez de toute façon que les lettres d'intention qui étaient possibles d'envoyer, elles étaient surtout utiles avant l'ouverture de l'appel à projet. Maintenant, l'appel à projet est ouvert depuis le 15. Donc, de toute façon, pour pouvoir candidater à l'appel à projet, il faudra un dépôt en ligne sur le portail e-Synergie. Donc, les lettres d'intention étaient très importantes dans la mesure où, si le projet revêt un caractère économique, il fallait déposer une demande avant tout engagement. Maintenant, de toute façon, si rien n'est engagé, autant déposer le projet directement plutôt que d'une lettre d'intention qui n'a plus trop d'intérêt actuellement. Je vais ouvrir pour monsieur, alors je ne vois pas votre nom, je vois que les prénoms, Jean-Philippe Gaon. Attendez. Non, Jean-Philippe, je suis désolé, je vois pas votre nom, mais Gonan, pardon, voilà, Jean-Philippe Gonan. Ah ben, on s'est eu au téléphone. Oui, bonjour, Jean-Philippe Gonan, Pays des Vosges-Chaunoises. Je voulais vous poser la question par rapport au bâtiment passif, pour avoir déjà eu différentes conversations avec les services instructeurs de la région concernant les philologies ces dernières années. Qu'en est-il du passif? Parce qu'on a des projets qui sont des fois bien plus vertueux en passif, sans production complémentaire au bâtiment via du photovoltaïque. Est-ce que ces bâtiments pourront bénéficier de ce dispositif? Est-ce qu'on peut faire appel à un ami? Est-ce que Alexandre veut bien prendre la parole? Bonjour, Alexandre Perrault, je suis référent technique pour le FEDER à la direction de la transition énergétique. Pour le passif, donc les projets sont uniquement pris en compte en termes de bonification de la note lors de la sélection. Mais sinon, il n'y a pas de critères particuliers, en tout cas pour ces projets. En fait, les règlements sont toujours adossés sur la réglementation française. Et le label Effinergie, ou en partie en tout cas, et le passif n'en fait pas partie pour l'instant. Donc on est bien d'accord que dans le cas où, j'ai un bâtiment passif, par exemple, qui a une performance énergétique bien plus supérieure que du BBC Performance ou du BBC Rénovation, mais auquel je n'adjoins pas une production d'énergie type photovoltaïque, ne sera pas financé, si je comprends bien. Non, non, pour la rénovation, ce n'est pas obligatoire les ENR, hein. C'est un bonus. C'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il n'y aura pas de différenciation, ils seront pris en compte comme un BBC Performance, si je comprends bien. Alors Même s'il n'est pas BPOS, hein, on est bien d'accord. Le minimum requis, c'est BBC Réno, ouais. Si on parle de rénovation, ce n'est pas de la construction. Le BPOS, c'est pour la construction, forcément. On est bien d'accord. Donc pour la voilà. rénovation en passif, s'il n'y a pas de production, ça ne pose pas de problème. On aura la possibilité de faire bénéficier ces bâtiments-là.
Oui, bien sûr. Par Exactement. contre, il Ok. faudra toutefois, bien sûr, fournir toutes les études thermiques réglementaires sur l'existant, Oui, conformément aux pièces qui sont demandées au dossier. tout à fait. Merci. Juste pour préciser, les ENR en rénovation, ce sont des bonus, ce n'est pas une obligation. Donc, dans la sélection, il y aura des points attribués en plus pour les projets de rénovation. Merci. Monsieur Charon, je vous autorise à ouvrir votre micro. Jérôme Charon, Grand Besançon Métropole. Étant donné la compétence des EPCI sur les aides à l'immobilier d'entreprise, est-ce qu'un conventionnement est imaginé ou est-ce que justement une intervention de l'EPCI est nécessaire en amont de l'attribution de la subvention liée à l'appel à projet? Il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait un conventionnement avant la sélection du projet. C'est cumulable, mais comme je vous le disais, il ne faut pas dépasser un maximum d'aide publique, un maximum d'aide publique sur les dossiers. Après, on analyse en fonction des typologies de projets qui génèrent des recettes ou non, on n'a pas les mêmes taux. Là, on rentre un petit peu trop dans les détails, mais on peut aller avec différents financeurs sur le FEDER. Mais même si l'EPCI n'intervient pas, vous êtes en capacité réglementaire d'intervenir. Après, si vous parlez de l'immobilier d'entreprise, il va falloir que la Comcom finance, ça c'est sûr. Alors, pas forcément, pas à part égale, mais si on est sur de l'immobilier d'entreprise, il faut qu'il y ait des règlements d'intervention qui nous permettent de soutenir et également des capacités financières pour soutenir. C'est une question de compétence de chef de fila. C'est une question de compétence et de chef de fila. Donc, s'il y a une Comcom, voilà, elle financera. On a eu déjà des projets où la Comcom finance pour vraiment, je ne dirais pas symbolique, mais c'est vraiment peu par rapport à ce que le FEDER peut mettre en face. Mais quand c'est une compétence qui revient à un EPCI, il est nécessaire qu'il soit mobilisé également. Ouais. Ok, merci. Monsieur Goutreau, je vous ouvre votre micro, enfin, je vous autorise à ouvrir. On ne vous entend pas. Vous devriez pouvoir parler. Oui. C'est bon. Bonjour, c'est bon. Donc j'avais la question suivante. Donc actuellement, on a un projet qui, a priori, rentre dans les conditions de l'appel à projet. Je voulais juste, au niveau des modalités, donc est-ce qu'il vaut mieux déposer un dossier sur la base des estimations telles qu'elles sont actuellement, ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir fait le DCE et d'avoir les prix définitifs avant de déposer le dossier? Nous, ce qu'on demande, c'est que le projet soit déposé en stade avant-projet pour avoir des montants qui soient un peu cohérents avec la réalité. Dans l'absolu, il y a des devis, il peut y avoir même une recherche de prestataires. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'acte d'engagement signé ou de devis signé au moment du dépôt du dossier. Plus vous êtes près de la réalité de vos travaux, mieux ce sera pour vous. Je ne sais plus si ça a été précisé, que ce soit au titre des lettres d'intention ou des demandes de FEDER que vous avez déposées via le portail e-Synergie. La demande de FEDER va être le plafond de FEDER qui pourra vous être reconnu pour votre projet. Si toutefois, après coup, si vous déposez un projet très en amont et que, compte tenu du contexte économique, de tout ce qui bouge aujourd'hui, il y a une demande, un budget qui explose, eh bien, ça sera plafonné à ce que vous aviez déposé initialement. Donc, si c'est possible d'être au plus près de ce que vous coûte le projet avant d'avoir engagé quoi que ce soit, c'est mieux pour vous. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais… Oui, c'est ça. En fait, de manière assez concrète, c'est qu'on lance les dossiers de consultation d'entreprise aujourd'hui. Donc, vu les périodes qui sont ouvertes, c'était de savoir si je déposais aujourd'hui par rapport aux estimations que l'on a, ou si j'attendais effectivement l'ouverture des plis pour déposer au plus juste, effectivement, en tenant compte du contexte assez particulier, quoi. Vous pouvez justement déposer dans cette fenêtre entre l'ouverture des plis,
voire même votre sélection avant toute signature des actes d'engagement. Voilà. D'accord, merci. On a une question de Madame Péchon. Alors, normalement, vous devriez pouvoir utiliser votre micro. Merci. Du coup, j'avais une question, mais l'intervention précédente m'en fait poser une autre. Alors, sur la première que j'avais, c'était que je ne trouve pas sur l'appel à projet les taux d'intervention différents selon le type de projet, à savoir si c'est économique ou pas économique. Et c'est vrai, quand on accompagne un peu les porteurs de projets, ils aiment bien savoir à l'avance, avant l'instruction des dossiers, à peu près sur quel taux ils vont pouvoir partir. Ça, c'était ma première question. Et par rapport à l'intervention précédente, sur justement la signature des actes d'engagement de travaux, puisque moi, je comprends que le monsieur qui est intervenu, il lance le DCE travaux. Pour moi, il y avait 2 choses, donc je veux vraiment bien être sûre. Si c'est un projet avec une activité économique, on est d'accord qu'il faut que la lettre d'intention soit déposée avant la signature de la maîtrise d'œuvre? C'est ce que j'ai entendu sur les autres webinaires. Bon, moi qui me suis... Enfin, voilà. Et que du coup, effectivement, pour que par contre son dossier soit instruit au plus près de la réalité de son projet, effectivement, il vaut mieux qu'il le dépose dans la fenêtre de tir, comme vous venez de le dire, mais attention, si c'est une activité économique, sur la lettre d'intention et la signature de la MOE, quoi. Par rapport à la maîtrise d'œuvre, nous, ce qu'on recommande, c'est de voir avec le bureau, enfin le cabinet qui va être retenu, pour conclure une tranche ferme qui se rapporte aux études et autres, sur lequel ne porte pas nécessairement le FEDER, et puis une tranche conditionnelle qui sera affermie après par un ordre de service, et cet ordre de service devra être lancé après le dépôt du dossier. Vous parlez de lettre d'intention, je répète que là, maintenant, l'appel à projet est ouvert, donc ne vous embêtez pas à déposer de l'intention. Nous, de toute façon, ce qu'il faut, c'est un dossier déposé sur le portail. Potentiellement, là, on a beaucoup de projets, nous, sur nos territoires qui ont déjà engagé des MOE, où les communes n'ont pas du tout l'habitude de faire une tranche ferme sur les études, une tranche optionnelle sur la suite, sur la conduite de travaux. Ou du coup, si effectivement ils sont en activité économique, par exemple gymnase, etc., du coup, on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir déposer, puisque de toute façon, le résultat de l'instruction, ça sera de dire que l'aide ne pourra pas être versée, puisqu'il n'y a pas respect de la règle d'incitivité, à part de minimis, mais là, dans ce cas-là, on ne prendra pas la maîtrise d'œuvre, mais ça ne remet pas en cause tout l'investissement. Petite information votre intervention me fait penser à cela. Vous parlez de projets économiques, des projets de nature économique, donc qui relèvent de l'encadrement communautaire et qui seraient portés par des collectivités. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, parce que la Commission européenne prévoit, vous l'avez peut-être entendu parler, que toutes les collectivités sont des émanations de l'État et donc doivent être considérées comme des grandes entreprises. Donc ça, c'est par rapport au taux d'intervention. Une PME a le droit à plus d'aide publique qu'une grande entreprise. Sauf que aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, il y a encore... il y a plusieurs, ça fait des années que la question est posée. La Commission continue à considérer l'autofinancement public comme participant du taux global. Donc, un autofinancement public d'une collectivité, de fait, mathématiquement, interdit la mobilisation du FEDER. Donc, pour faire simple, si un projet porté par une collectivité est uniquement économique, un exemple tout bête, une microcrèche, eh bien, une microcrèche, le FEDER ne pourra pas financer un tel projet parce que l'autofinancement public fait qu'on ne pourra pas mettre de FEDER. S'il y a un projet plus global, un centre scolaire par exemple, avec un accueil périscolaire, eh bien, il y aura une clé sur FACIC qui devra être conventionnée, qui devra donc, à partir des documents dont on dispose, on conventionnera une clé sur FACIC pour exclure ce qui est du champ économique quand c'est porté par une collectivité. Quand c'est porté par des publics, la question ne se pose pas. Là, on tombe dans le règlement avec les taux qui sont imposés.
Donc voilà, donc on sera obligé de garder par exemple tout ce qui est école, salle de classe et autres, mais la partie qui génère des ressources comme le périscope par exemple ou la crèche, mais elle devra être mise de côté. Ça c'est quelque chose, malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement avec les règles communautaires qui nous sont imposées. J'ai vu Madame Delphine David, je vais vous ouvrir. Ah bah j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Ah oui, autorisé. Je vous ai autorisé votre micro. Oui, bonjour. Je m'excuse, je réinsiste un petit peu sur les questions que ma collègue Gwendoline vient de poser parce que effectivement, c'est pas très clair au fur et à mesure des visios auxquelles on peut assister, c'est-à-dire cette histoire de lettre d'intention qui détermine le moment d'éligibilité et qui doit être fait avant le recrutement de la maîtrise d'œuvre, c'est un petit peu obscur quand même, et je pense qu'on aurait vraiment besoin d'une consigne qui soit claire parce que moi, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire au maître d'ouvrage, sincèrement. Dans une autre thématique, qui est celle des énergies, on l'a fait souvent, les maîtres d'ouvrage ont signé un avenant avec le cabinet qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre pour préciser que la partie accompagnement lors des travaux était optionnelle, conditionnée à validation avec un ordre de service fourni. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce qui nous permettrait de récupérer des dossiers pour lesquels la maîtrise d'œuvre est déjà engagée depuis quelques mois et qui voudraient répondre à votre appel à projet, c'est ça? C'est ce qu'on a fait sur d'autres dossiers. Enfin, je ne sais pas si les collègues ont d'autres informations, mais voilà, c'est ce qu'on a fait quand il y avait des maîtrises d'œuvre qui étaient engagées. On a dit voilà, bah, faites un avenant avec le maître d'œuvre et après la partie accompagnement travaux a été prise en compte sur ordre de service. Voilà. Okay. Ça, c'est pour éviter tout souci en cas d'audit. D'accord. Et donc, sur les bâtiments publics, de la même façon, pour être sûr d'avoir bien compris, finalement, on ne peut vous présenter que des bâtiments sur lesquels il n'y a aucune recette de générer. Oui, ou en partie. Dans ce cas-là, on va exclure ce qui génère la recette. C'est-à-dire qu'après, on fera une règle de 3. Si la maîtrise d'œuvre part sur le global, et ben, pareil, sur la base d'une clé surfacique, si si l'accueil Périsco représente 20%, ben, on ne prendra que 80% de la dépense liée au mètre carré. Voilà. OK. Par contre, pour un projet qui ne génère pas, qui ne tombe pas dans le champ concurrentiel, genre une école par exemple ou une mairie, voilà. S'il y a là, il n'y a même plus de question d'incitativité temporelle, donc la maîtrise d'œuvre ne remet pas en cause le projet. Merci. J'ai à nouveau une personne de Nord-Franche-Comté. Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro. C'est resté depuis tout à l'heure. Si vous le trouvez. Non. Bah alors, je vous invite à poser votre question. Poser votre question dans le chat, désolé. Alors, je ne sais pas si la main est restée ou pas. La structure Sésame, oui, allez-y. Oui, alors pour le compte financement, si j'ai bien compris, par exemple, nous, on a comme projet de construction d'une maison de l'eau et on mettrait donc notre délégataire viendrait en location dans cette maison de l'eau. Donc la partie de location serait effectivement déduite de la subvention. C'est pas la partie location, c'est là, on parle pas de poste de dépense, on parle de surface. C'est-à-dire que les espaces que vous viendriez à louer, oui, le FEDER ne peut pas porter dessus. D'accord, merci. C'est vrai, c'est des choses qui, vu d'une collectivité, on comprend que ça peut être très problématique. Parfois, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment des ressources dans la mesure où parfois ça peut être déficitaire, genre une salle des fêtes qu'une petite commune loue 10 fois dans l'année. Malheureusement, on est dans le champ concurrentiel et ça, on doit l'exclure. C'est pas de notre fait, on est obligé de
de se plier à cette règle. Sinon, en cas d'audit, de toute façon, le FEDER serait à rendre tôt ou tard. D'accord, merci. N'hésitez pas à poser des questions en levant la main. D'une part, parce que moi, j'ai pas accès, enfin, je ne les vois pas. Donc, Madame Catherine Le Breton, je pense, je n'ai pas la fin du nom. Vous ouvrez votre micro. Vous devriez pouvoir ouvrir votre micro, Madame Le Breton. Ah, bah alors, bon, bah alors, exceptionnellement, vous êtes autorisé à le poser, dans le chat. Il y a peut-être, je sais pas, parce que moi, je ne les vois pas. Est-ce que quelqu'un veut les lire ou répondre? Attendez. Alors, j'avais une question dans le chat de Monsieur Maxime C. Les solutions de production de chaleur qui font appel à l'hydrogène sont-elles éligibles? Bon, l'hydrogène est un vecteur, c'est pas une énergie renouvelable. Après, l'hydrogène, il est produit enfin, il faut on a une autre mesure qui n'est pas encore en vigueur, qui va venir soutenir la production et le stockage d'hydrogène avec quelque chose d'imposé par l'Europe, que ce soit de l'hydrogène vert. Donc, si l'hydrogène est bien de source renouvelable, mais là, on est. Enfin, on parle bien d'un vecteur, là, on ne parle pas de 2NR. L'hydrogène n'est pas une ENR à proprement parler. Madame Le Breton, si vous voulez poser votre question dans le chat, si vous n'arrivez pas à ouvrir, puis on va essayer de la lire. Sinon, Franck, il y avait des questions qui étaient sur le biosourcé aussi, pas mal de questions, notamment sur un niveau de pourcentage à atteindre. Est-ce que Monsieur Krieger ou c'est dans Alexandre veulent répondre? Bah, là, vous avez enfin, normalement, l'appel à projet définit bien. Ou alors, je te laisse répondre, Alexandre, si tu veux. Vous avez les tableaux avec les références, les niveaux à atteindre. Alors, par rapport au taux d'intégration de matériaux biosourcés, donc en construction, c'est 36 kg par mètre carré de surface de plancher imposé, donc le troisième niveau du label imposé. Et pour la rénovation, c'est un calcul qui se fait enfin, le calcul d'intégration, donc sur le programme de travaux réalisé. Et en fonction de l'atteinte du niveau, d'après le tableau de ce label matériaux biosourcés, est attribuée une bonification sur la note lors de la sélection du dossier. Merci Alexandre. Je vois une question dans le chat concernant le modèle économique, cofinanceur avec le FEDER obligatoire, plus 20% d'autofinancement. Là encore, tout dépend de la nature du projet. Si c'est porté par une collectivité, oui, cofinancement de 20% de la collectivité. Si c'est économique par une entreprise, par exemple, là, on n'est pas sur du 80% d'aide publique. On peut être moins selon la taille de l'entreprise. La question de Madame Le Breton sur les marges d'exploitation, Franck, je pense que, enfin, est-ce que tu as la réponse? Mais a priori, on ne mobilise plus cette possibilité. C'est pour ça Non, qu'on applique le régime environnement. Voilà, on applique le régime environnement qui donc définit des taux minorés, qui fait que ça, par contre, les marges d'exploitation, elles sont intégrées dans l'autofinancement. Et puis la question ne se pose pas dès lors que c'est porté par une collectivité, puisque les superficies, les surfaces qui génèrent des ressources ne sont pas prises par le FEDER. Attendez, est-ce que je jongle Madame Nico, si vous pouvez activer votre micro, c'est bon pour vous. Bonjour, Marion Nico, commune Cœur du Jura. J'avais une petite question concernant les ENR parce que on parle un petit peu, mais est-ce qu'il y a vraiment le listing précis de l'ensemble des ENR qui peuvent être éligibles? Est présent.
Je pense que c'est exhaustif. Vous l'avez dans le à la page. Il faut que je le retrouve. On a bien listé. D'ailleurs, la question tout à l'heure qui était posée, c'est que toutes les voilà, vous l'avez à la page dans la section 4 éligibilité en construction et en rénovation. Et il est bien précisé. Donc c'est page 4 et 5. Il est bien précisé que bois énergie, géothermie, PAC RO, solaire thermique, raccordement réseau de chaleur, récupération de chaleur, photovoltaïque et PAC RR, tout ça, ça participe du calcul de l'efficacité, de l'efficience. Après, ne rentre pas dans l'assiette éligible le photovoltaïque et la PAC RR. Merci. Donc, on a une question, Franck, de Madame Péchon, qui s'interroge sur les lignes de partage avec Leader. Je ne sais pas si tu la vois, cette question. Peut-être en reparler. Je ne la vois pas et je ne. Alors, je te sais la pas. lis. Serait-il possible que les territoires leaders qui seront retenus aient un échange avec nous pour déterminer les lignes de partage? Et effectivement, la transition énergétique devrait être traitée ensemble, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut noter cette question et Ouais. peut-être revenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir deux sources de financement européen sur le même projet. C'est-à-dire que le leader, c'est du FEDER aussi. Donc, si au titre du leader, un projet est soutenu, c'est que de l'argent européen, donc il ne peut pas émarger au FEDER de cet appel à projet. Je peux juste peut-être préciser? Excusez-moi. Oui. En fait, voilà, je voudrais juste que pour les territoires leaders qui seront retenus, voilà, on puisse avoir un échange sur les lignes de partage, puisque on devait traiter de la transition énergétique sur nos programmes leaders, que nous n'avons pas le droit d'intervenir sur les opérations sur lesquelles le FEDER peut intervenir. Et moi, ce que j'entends, c'est que du coup, à cause des régimes d'aide d'État que vous pouvez utiliser, vous ne pourrez pas aider des projets publics avec une activité économique. Or, nous, sur Leader, comme nous sommes fonds FEADER, nous avons un régime d'aide d'État particulier et nous pouvons du coup aider tous les services, les services locaux menés par les communes avec un taux à 100%. Donc voilà, donc je voudrais vraiment qu'on puisse avoir cet échange une fois qu'on sera retenu pour qu'on puisse déterminer des lignes de partage et que si vous ne pouvez pas y aller, que les territoires qui sont leaders puissent pouvoir soutenir ces projets-là qui sont indispensables dans nos territoires ruraux, quoi. Je vous Voilà. confirme que nous, on ne peut pas y aller. Et si vous avez une clé pour y aller, ben, allez-y. Parce que de toute façon, nous, on n'ira jamais à 100%, d'une. Deuxièmement, cet appel à projet, on parle bien de surcoût. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des gros bâtiments qui ont déjà été financés au titre d'un dispositif semblable sur la période 14-20, sur des bâtiments d'enseignement, enfin des constructions à 25 millions, l'assiette FEDER était de 2 millions. Voilà. Donc ça baisse l'intervention. Donc si vous pouvez aller à 100%, bah, allez-y, ça peut être une bonne ligne de partage. Mais nous, je vous confirme qu'on n'ira pas sur des projets portés par des publics qui génèrent des ressources. Je vois une question. Donc une crèche privée qui fait des bénéfices est éligible alors qu'une crèche publique qui est bénéficiaire ne l'est pas. On progresse. Voilà, je réserverai ma remarque personnelle, mais je confirme que c'est ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Franck, pour la SPL qui porte le projet de construction d'un groupement scolaire, école et crèche publique, pareil, on sera obligé d'appliquer une clé pour exclure la crèche qui génère des recettes. Ouais. C'est pas une règle Bourgogne-Franche-Comté, Non, c'est une malheureusement. règle européenne. Voilà. Et ceux d'entre vous peut-être qui maniaient les fonds européens ben, savaient que voilà, c'est pas malheureusement voilà. Pour l'instant on a les mains liées. Tout projet de rénovation d'un bâtiment public mis ensuite en gestion sous forme de DSP ou autre est donc inéligible. Ben, enfin, oui.
Après, voilà, enfin, quelle va être la finalité du bâtiment? C'est toujours la même chose. Bah non, salle de spectacle, oui, c'est mort. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais c'est voilà, on n'est pas voilà, on est tributaire de l'encadrement communautaire. Donc, si le FEADER peut être mobilisé au titre du leader, ben c'est voilà, c'est une chose que je ne savais même pas. Mais nous, on est obligé de voilà, on suit le régime environnement, hein, et il n'y a pas eu de régime proposé par la France qui prévoirait d'autres astuces. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot astuce pour mobiliser le FEDER sur quelque chose porté par un public qui génère des ressources. Je vois qu'il y a Monsieur Sébastien, oui, Bresse, je suppose vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, Sébastien Ravet de la Bresse bourguignonne. J'aurais juste une précision. Quand on regarde donc l'appel à projet, le cahier des charges, vous faites bien référence aux bâtiments, théâtre, cinéma, opéra, musée, salle d'exposition, salle polyvalente, par rapport à la réglementation thermique. Et donc, comme vous citez ces bâtiments dans le cahier des charges de l'appel à projet, pour moi, ça prête à confusion sur l'éligibilité et l'inéligibilité des bâtiments. Merci. Je vous le concède. Sans rentrer trop dans les détails, l'appel à projet a été mis dans les tuyaux avant qu'on ait confirmation qu'on ne pourra pas aller sur ce genre de projet. Et or, il a fait l'objet d'une concertation beaucoup plus large, ce qui fait qu'il était difficile de retoucher aux documents après coup. Donc voilà, on s'en est aperçu. À moins de faire une salle polyvalente sur laquelle la commune s'engagera de ne jamais la louer. Dans l'absolu, voilà, c'est vraiment savoir s'il y a des ressources derrière. Mais je vous l'accorde et je pense que voilà, si rien ne bouge, ce référentiel disparaîtra pour le prochain appel à projet. Voilà, on en est les premiers embêtés, hein, sachez-le. Malheureusement, pas faire autrement. Monsieur Flao, vous devriez, je pense, pouvoir activer votre micro. Oui. Donc, concernant les gymnases de collège ou de lycée, est-ce que c'est éligible ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Un gymnase, moi je sais que par exemple dans le collège où étaient mes enfants, parfois il était loué. Je ne sais pas si c'est le... C'est toujours cette question. Est-ce que ça peut donner lieu à une facturation? On parle même pas de bénéfices, hein, parce que on parle de recettes. C'est pas des recettes nettes, on parle d'encaissement. D'accord, mais un gymnase, on va dire d'une école ou qui en général n'est pas loué. Ah bah s'il n'est pas loué, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il est 10h58. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore le... Attends, juste Franck, excuse-moi, il y a la question des recettes. Est-ce que ça concerne également les autres dispositifs du FEDER? Oui, enfin, quand c'est basé sur un régime d'aide, on est d'accord? C'est une question. Alors oui, oui et non, ça dépend c'est très sectorisé, ça dépend des mesures. Il y a un webinaire cet après-midi sur les ENR, des collectivités qui porteraient des projets de chaufferie. On peut les soutenir, voilà. Mais c'est très lié à l'encadrement communautaire. Je vous invite à les taper sur votre moteur de recherche Internet, le régime environnement 59108, SA 59108, et vous verrez que malheureusement, un déplafonnement n'est pas possible pour les projets d'efficacité énergétique. Voilà. On espère que ça bougera un jour. Malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui.
Dernière question, Franck, tu la vois? Production d'ENR avec production d'ombrières photovoltaïques sur parking. A priori, ça me semble éligible, sauf qu'il faut que ça soit en lien avec un projet de construction, de rénovation. On n'est pas juste sur de l'ENR pour ce dispositif des bâtiments démonstrateurs. De toute façon, on ne finance pas le photovoltaïque. Donc, vous pouvez avoir un parking avec des ombrières, mais je ne vois pas en quoi ça va participer du bâtiment en lui-même, puisqu'on parle de toucher l'enveloppe. On parle bien d'efficacité énergétique du bâtiment. Je laisserai ma collègue Amandine terminer. Sachez qu'il y a donc 2 webinaires cet après-midi. À 14 h liés aux énergies renouvelables et à 15 h des projets de biodiversité. Merci de votre attention. Voilà, donc bonjour. Donc pour conclure, vous avez là la liste des contacts. Donc pour tout ce qui est transition énergétique, nous avons un mail direct. Donc c'est transition.durable.feder@bourgogne-franche-comté.fr. Si vous voulez, le mail Mon projet européen, c'est vraiment un mail général où vous ne savez pas vers qui vous aiguiller. Donc, ça peut être aussi bien pour les projets relatifs à de l'investissement pour les PME ou autres. Donc, c'est vraiment un mail plutôt global. Si vous voulez nous avoir directement, utilisez plutôt le mail transition.durable.feder. Donc, le lien du site europebfc.eu. Et puis après, donc, vous avez les liens pour les appels à projets, les fiches actions. Et les vidéos des webinaires de la semaine dernière seront donc en ligne prochainement. Voilà, donc on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou si on est passé à la trappe des fois dans le chat pour une ou deux questions. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci de votre participation, votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous contacter directement. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.